tous, bienvenue à ce premier épisode de la saison 3. Et oui, Jerry, on est là, la saison 3 de Deux Fiscalistes, un podcast. Attends, on est encore sur les principes de saison? Toujours, Mais... parce qu'on a des rushs de saison, fait que ça fait en sorte que des fois, on peut pas enregistrer. Exactement. Okay. On peut pas enregistrer tout le temps. Donc, on va quand même se présenter, si jamais il y en a que c'est la première fois qu'ils nous voient. Donc, je me présente, professeur Reggie. Non. Il y a des invités plus importants que moi aujourd'hui. J'allais intégrer Maître Bergeron par la suite. Maître Bergeron, je préfère lui laisser la parole en premier, donc. Okay. Et merci de m'intégrer dans votre équipe. Donc, professeur Margeau. Officiellement, oui, Deux Fiscalistes, un podcast élargit son équipe et on est maintenant rendu avec 3 fiscalistes. Professeur Margeau qui va se joindre à nous de manière... qui a été invité à la saison 2. Saison 2. Il reçoit la saison 2. Bref, qui a été invité par le passé. Dans les règles de divulgation. Oui, pour les règles de divulgation obligatoires. Et dans le fond, qui se joint à nous maintenant de manière permanente. Fait que là, ça fait en sorte qu'on va maintenant on a maintenant une avocate avec nous. Fait qu'on va pouvoir encore plus rentrer dans le droit fiscal et même autre. Est-ce que tu savais qu'on t'avait pris qu'on t'avait pris pour ça notamment? J'ai bien hâte d'analyser en détail les lois fiscales avec vous, et les critiquer et les commenter. Good! Et finalement, simplement Jerry. Ah oui, le meilleur pour la fin. Ah, merci. Oui, voilà, simplement Jerry. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est le kick-off de la saison 3. Grossièrement, ce qu'on va parler durant cette saison-ci, justement, avec l'arrivée de Marjorie, de professeur Margeau, on va rentrer dans des sujets, d'ailleurs, c'est quoi je vais dire? Ah oui, les fiducies, c'est vrai. Donc, un des premiers sujets que professeur Margeau va parler avec nous, ce sont les fiducies. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais ça va s'en venir très rapidement. Tout le monde se demande c'est quoi une fiducie? On entend souvent parler, c'est quoi cette bébête-là? Souvent, moi, je dis à mes étudiants, c'est un triangle. Mais quand on va plus loin que ça, qu'est-ce que c'est une fiducie? Fait que, notamment, grâce à professeur Margeau, on va pouvoir rentrer là-dedans. Également, au cours de cette saison, il va y avoir le traitement des dividendes. Ça a été quelque chose qui nous a été demandé à plusieurs reprises. Donc, on va rentrer en détail là-dessus. Autre sujet très intéressant qui va venir assez rapidement, ça va être un salarié versus un travailleur autonome. La distinction entre les deux. Et il y a une décision qui est sortie en 2025 là-dessus. L'arrêt Gross. Je sais pas comment on le prononce, Gross. Bref, GORSS qu'on va analyser en détail. Aussi, on va rentrer dans la déduction des intérêts. On entend souvent parler de plus en plus de la mise à part de l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire pour déduire des intérêts sur la résidence principale? On va rentrer là-dedans, voir est-ce que c'est possible ou non. Est-ce que c'est bien expliqué? C'est quoi les risques rattachés à ça? C'est quoi les avantages? Bref, on va rentrer dans des sujets beaucoup plus concrets. Également, on a des invités confirmés qui vont venir nous parler. On va lancer une série d'épisodes qui vont porter spécifiquement sur les relations avec les administrations fiscales. Donc, on va avoir plusieurs avocats qui vont venir nous parler de notamment qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une vérification fiscale. C'est quoi nos droits? Qu'est-ce qu'on a le droit d'envoyer, de ne pas envoyer? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire et de répondre? Qu'est-ce que je suis en mesure d'exiger auprès des administrations fiscales? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'exiger de moi? C'est quoi mes recours? Bref, on va rentrer en détail là-dedans avec différents invités en temps et lieu. On va également rentrer un peu plus dans de la politique fiscale. Aujourd'hui, on parle du budget. On va aussi avoir une invitée qui va nous parler de justement les inégalités au Québec, la répartition de richesses, la fameuse question que je vais lui poser. Est-ce qu'on a le droit... Est-ce qu'on est pas est-ce qu'on a le droit de se plaindre, nous on a le droit de se plaindre, mais est-ce qu'on a raison de se plaindre? Est-ce qu'on a raison de se plaindre? Donc c'est ça. Fait que plein de beaux sujets qui s'en viennent pour cette saison-ci, en espérant que certains d'entre eux vont vous intéresser. Et certains épisodes vont être également plus techniques, on vous l'annonce tout de suite. Certains épisodes vont rentrer beaucoup plus techniques, vont être dirigés plus vers les comptables fiscalistes et avocats fiscalistes. On va pas se le mentir. Mais ça reste qu'il va y avoir d'autres épisodes comme la déduction des intérêts qui vont être vraiment plus pour les entrepreneurs. Puis on va vous prévenir au début de chaque épisode qui est plus le public cible, si jamais ça peut vous intéresser. Avant de pelleter des nuages pendant des heures et des heures, quelque chose de plus terre à terre, j'avais déjà commandé la marchandise, des hoodies de fiscalisation. Qu'est-ce qu'on fait? On est 3. On est... écoute, la bonne nouvelle, on a 2 options. Fait que là, t'es en train de me dire que la marchandise, 2 fiscaliser un podcast qui s'en vient. Fait que là, soit qu'on peut, manuellement, un par un, on va juste rayer le 2, mettre le 3 en dessous. OK. Mais sinon, je t'assure, non, le nom va rester
non, le nom, va rester le même. 2 fiscalistes, un podcast, ça reste parce que de la manière que ça va se passer, c'est qu'on va, quand on va avoir des invités, on va switcher. On va pas switcher, c'est pas le mot. Ouais, loi 96, 101, Effectivement. On va faire une rotation. Échanger. C'est vrai, c'est un podcast francophone. Ouais, c'est ça. On va. C'est ça. Un balado, s'il te plaît. Notre. On va se faire, toi, là. Hein? Mais... Donc, ça, on va Tu as dit que je t'ai pas réveillé ce matin. Il fallait que je me réveille un peu. C'est ça. Donc, on va. Ce ne sera pas toujours les mêmes personnes qui vont donner les entrevues. On va s'échanger les places. Donc, sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, le budget qui est sorti il y a 2 semaines à peu près? Oui, le 4 novembre 2025. Le 4 novembre, c'est ça, parce que l'enregistrement, ça va sortir être publié après. Fait que c'est sorti le 4 novembre. Marjo, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant dans ce budget? Vraiment, j'ai adoré le lire. François-Philippe Champagne, notre ministre des Finances, a été quand même créatif dans ce qu'il nous a apporté. Il a fait des belles mises en bouche, un contexte. La première créativité, c'est sorti à l'automne. Donc, Okay. C'est un budget d'automne. C'est quelque chose qui est quand même... c'est pas arrivé souvent. Normalement, les budgets étaient à l'hiver. Donc, ça, c'est le premier élément qui est intéressant par rapport à ce budget-là. Est-ce qu'on sait pourquoi il a fait ça à cet automne? Ce qu'il a mentionné, au meilleur de mes connaissances, c'est qu'il voulait aider les provinces à avoir une meilleure planification de leur côté à eux. Comme ça, les provinces, quand elles sortent leur propre budget, mais elles ont eu l'information du fédéral, donc elles peuvent mieux se préparer, mieux s'harmoniser. Donc, il y avait quand même un souci d'aider les provinces et les autres autorités fiscales à s'harmoniser et à faire face à leurs mesures qui étaient disponibles plus tôt. Sinon, les budgets sortaient presque de manière, pas concomitante, mais rapprochée. Simultané, ouais, rapproché. Donc, c'est vraiment, il y avait un souci, ça a été mentionné. Il y a possiblement d'autres objectifs, on ne se les cachera pas, peut-être un peu plus politiques, mais dans les objectifs pratico-pratiques, il y avait cette mention-là qui a été dite. Personnellement, ce que moi j'avais entendu, c'est que oui, il y avait ça, mais qu'en sortant cet hiver, il y avait peut-être des chances que le budget ne passe pas. Plus ça a rapport avec les votes, puis etc. Mais bref, je ne suis pas entré dans les détails, c'est loin d'être mon champ de compétences. Mais je trouve ça intéressant quand même, ça, ce qui a été dit versus ce que d'autres langues peuvent dire. Mais malgré tout, on était dû. Là. Le dernier budget Oui. fédéral datait quand même d'un bout, donc on s'entend qu'on devait avoir quelques clarifications sur plusieurs éléments dont on va vous parler aujourd'hui. Est-ce que ça va toujours être à l'automne ou c'est juste un one-shot deal? Il y en a-tu parlé de ça? Il y en a parlé, mais j'ai pas lu de conclusions avec lesquelles je peux m'asseoir de façon ferme ici. Parfait. Dans les autres nouveautés de ce contexte-là, il est venu, le ministre Champagne est venu travailler sur les définitions des mots. Donc, avant, on avait des dépenses et on avait des revenus. Maintenant, on a des dépenses, des revenus et des investissements en capital. Puis, d'ailleurs, c'est vraiment le mot-clé de ce budget-là, c'est bâtir pour l'avenir. Donc, il y a des dépenses qui sont plus nécessairement dans le poste de dépenses parce que c'est rendu des investissements à très long terme dans des infrastructures. Donc, lui, dans la nouvelle mouture, dans sa nouvelle définition, dans sa gestion du vocabulaire, il semble dire que c'est pour des investissements à long terme pour bâtir pour les futures générations. Donc, c'est pas une dépense. Ce que j'entends, c'est un exercice politique pour faire mieux passer la PE. C'est une façon de le dire qui pourrait être juste. Ouais. Donc, c'est pourquoi le nouveau budget, c'est le contexte du nouveau budget. On en est là. Bon. OK. Puis, y a-t-il au moins des bonnes nouvelles là-dedans? Oui, il y a vraiment... excuse-moi, j'ai fait preuve d'un peu d'enthousiasme dans mon exclamation. Mais au niveau du budget, selon le FMI, le Fonds mondial international, le ratio de dette au PIB du Canada est de 13,3 %. Ce qui fait en sorte qu'on a le ratio le plus bas du G7. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça a été mentionné vraiment dans les faits en bref. C'est le fait en bref qui est mentionné en premier. Donc, le ministre Champagne a voulu mettre une emphase sur cette bonne nouvelle-là. Mais moi, cette bonne nouvelle-là, j'aurais besoin d'avoir un peu d'explication sur le sujet. Je me questionnais, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais faire un truc de conférencier. C'est une excellente question que vous avez là. Je vais laisser mon collègue y répondre. J'adore ça. De mes minces connaissances en économie, ce que je comprends, le produit intérieur brut, puis tu me corrigeras, Réginald. Non. Je ne te corrige pas. je vais... La meilleure... Écoutez, j'ai fait mes cours d'économie il y a excessivement longtemps. Ce que je comprends, c'est la mesure de productivité d'un pays qu'on s'est doté communément. Elle n'est pas parfaite. Ça mesure la production, la production économique de chacun des pays, puis ça nous permet de nous comparer à chacun des pays. Donc ça, c'est pour le PIB. Maintenant, quand on mesure la dette sur le PIB, mais on mesure combien de dette l'État a par rapport au PIB du pays en entier. Donc, par contre, je ne comprends pas les nuances de cette affirmation-là. Par exemple, est-ce qu'on inclut la dette des provinces? Est-ce que dans d'autres pays, elle devrait être inclue? Il y a plein d'éléments, en fait, qui, honnêtement, pour pouvoir expliquer ce commentaire-là, on aimerait beaucoup avoir des économistes ici sur le podcast qui puissent venir nous en parler de l'aspect un peu plus économique de la fiscalité. Mais jusqu'à là, c'est ce que j'en comprends. Donc, c'est la mesure de la dette par rapport au produit intérieur brut qui est la mesure de notre production économique comparée aux autres pays. Fait que si jamais il y a des économistes fiscalistes qui sont, par exemple, professeurs dans certaines universités qui veulent venir discuter d'économie et de politique fiscale, ils sont ou il est le bienvenu. Fait que le message est lancé. Puis là, si on rentre un peu plus dans les mesures fiscales, comme qu'est-ce que ce budget-là amène comme mesure fiscale intéressante que tu as vue? Au niveau de ce qui peut être intéressant, puis là, on va avoir du matériel à discuter puis à lire lorsque le détail législatif va être rendu disponible. Mais on est rendu avec des nouvelles règles qui travaillent sur l'impôt de la partie 4. Donc, il va y avoir des règles qui vont travailler puis, sur l'impôt de la partie 4. Puis, ces règles-là découlent d'un objectif du ministre Champagne de s'harmoniser avec les mesures de l'OCDE. Donc, on ne pourra plus faire de report de l'impôt de la partie 4. Il va y avoir des suspensions. C'est quoi l'impôt de la partie 4? Ah, c'est vraiment l'impôt de la partie 4. Je vais laisser Gérard répondre à ça. Oh, Jerry! J'adore. Ultimement, quand une société gagne certains types de dividendes ou reçoit certains types de dividendes, il y a un impôt temporaire. On va en parler vraiment plus tard, plus en détail dans un podcast à venir, mais il y a un impôt temporaire qui est remboursé à la société à l'époque, quand elle versait son dividende. Avant, il n'y avait pas trop de différence avec c'est à qui qu'on versait le dividende, qui faisait en sorte qu'on avait le droit au remboursement d'impôt. Mais la mesure en question vient suspendre, dans certains cas, ce remboursement de dividendes. OK. En rafale, par contre, mettons qu'on veut y aller sur les mesures fiscales, on va parler de l'impôt de la partie 4. Ils sont venus également mettre une règle anti-évitement sur le 21 ans, sur lequel on va se questionner dans les quelques minutes à suivre. Ils sont venus confirmer que la déduction sur le gain en capital elle va être vraiment bonifiée à 1 250 000. On a parlé de dépréciation pour amortissement accéléré. Puis, sont venus confirmer que le cadre de la déclaration des cryptoactifs et des normes communes va rentrer en vigueur en 2027. Donc, ceux qui manipulent les cryptoactifs, 2027, c'est une date à l'agenda. Il y en a certains que je voudrais quand même qu'on passe un peu plus de temps, parce que oui, il y a eu pas mal de mesures fiscales, puis ici, bon, pas moi qui a fait les résumés, là, c'est les résumés qui a été fait par Raymond Chabot de Grant Thornton, que je trouve qui est un excellent résumé qui nous montre les mesures actuelles versus proposées. Mais il y a plein d'organismes qui font des résumés aussi, que ce soit PwC, EY, les Big Four, en fait, là, Deloitte, KPMG en font tous. L'Association de planification fiscale et financière, la PFF, fait également des résumés du budget qui sont excellents. L'Ordre des CPA aussi. Donc, si jamais vous ne voulez pas vous taper les 100 quelques pages et plus, je pense que ça va plus que 100 quelques pages, pas comme 400 quelques pages. Ça ne vous tente pas de vous claquer les 465 pages où vous avez plusieurs ressources qui font des excellents résumés. Et l'avis de motion de troisième moyen qui vient avec aussi. C'est merveilleux. Donc, juste pour essayer de ramener ça là, pour monsieur, madame, tout le monde, les entrepreneurs, en quoi ça peut les impacter. Il y en a certaines que, justement, tu as parlé rapidement de l'instauration d'une nouvelle passation en charge immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, quand une entreprise, que ce soit un particulier, que ce soit une société, ça ne dérange pas, quand une entreprise achète un bien qui est une immobilisation, donc un investissement en capital, c'est ça un investissement en capital, c'est un bien dans le fond qui généralement, et là je simplifie à sa plus simple expression, un bien qui va nous générer des avantages économiques pendant plusieurs années. C'est une dépense qui est généralement importante, qu'on va dire une fois pour toutes,
Bref, c'est ce qu'on va appeler une immobilisation. Mon camion? Mettons Par un exemple. camion Un pour camion, aller... une pièce d'équipement, une chaîne de montage, un bâtiment, un terrain. Ce sont des immobilisations. Ces éléments-là, évidemment, ne sont pas déductibles parce qu'imaginons, si on achète une usine qui coûte 3 millions, je la déduis à 100% la première année, on s'entend que je ne payerai pas d'impôts pendant très, très, très longtemps, tout dépendant de la taille de mon entreprise. Donc, par exemple, un immeuble, c'est amortissable quand c'est dans le domaine de la fabrication-transformation, donc dans le domaine manufacturier. Je peux déduire 10% dégressivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'achète un immeuble à 1 million, bien, la première année, je peux déduire 10%, je peux déduire 100 000. Après ça, il me reste 900 000 à déprécier. Donc, la deuxième année, 900 000 fois 10%, je peux déduire 90 000. Et ça, c'est une dépense d'impôt qui réduit, c'est une dépense d'entreprise qui réduit mon impôt. Dans le budget, ils ont instauré une nouvelle passation en charge que maintenant, les bâtiments de fabrication-transformation vont pouvoir être déduits à 100% la première année. Donc, oui. Je tiens vraiment à mettre de l'emphase sur ce que tu viens de dire parce que c'est une mesure exceptionnelle. C'est énorme. Pour un bâtiment, là, reprenons l'exemple de ton bâtiment à $1 million. Qu'est-ce qui se passe? Une entreprise qui fait de la fabrication de transformation qui achète un bâtiment, 2 millions la première année. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Là, ça veut dire qu'ils vont pouvoir déduire 2 millions de dollars et donc sauver de l'impôt sur 2 millions. Puis on s'entend que ça risque de générer une perte importante et une perte qui peut être utilisable pendant 20 ans. Donc, ça vient définitivement donner un gros coup de pouce aux bâtiments en fabrication-transformation. Fait que c'est quand même quelque chose de très, très gros. Fait que la fabrication-transformation, définitivement, est un secteur que le fédéral veut stimuler au maximum. Maintenant, il y a toute une définition de ce qu'est la fabrication-transformation. Il y a des exceptions, évidemment. Si Société A et Société B sont détenus tous les deux par Professeur Margeau, puis que Professeur Margeau voit ça, dit, je vais vendre de Société A à Société B mon immeuble, ça ne marche pas. Tu ne peux pas vendre entre deux personnes qui ont un lien de dépendance. C'est applicable à compter du 4 novembre et l'immeuble doit être utilisé avant 2030. Après ça, ben, c'est plus 100%, ça descend 75 par 55% avec les années. Donc, bref, tout ça pour dire fabrication-transformation, si vous êtes dans le domaine manufacturier, définitivement, si vous vouliez faire un investissement en immobilisation, c'est maintenant. Jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030. Le bémol que je vais amener à ça, consulter un fiscaliste avant et être sûr que votre bâtiment se qualifie de fabrication-transformation parce qu'un bonbon comme ça vient, pour reprendre les paroles d'un homme célèbre, avec grand pouvoir correspond grande responsabilité. Donc, avec un grand bonbon vient une grande vérification fiscale si jamais il y a lieu, qui sera très détaillée, très pointilleuse, qui vont tout regarder. Donc, c'est un gros bonbon, mais attendez-vous à ce que les vérifications fiscales soient très serrées par rapport à ça. Donc, assurez-vous de documenter votre dossier et de consulter un fiscaliste avant, afin d'éviter des mauvaises surprises après. Fait qu'il y avait celle-là, mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont également mis quelque chose de similaire, un petit peu aussi avantageux, pas juste pour les bâtiments, mais également pour les équipements. Et là, je vais dire les catégories fiscales visées, 43.1, 53, 54, 55, 56, qui sont généralement des équipements pour de la production d'énergie propre, la fabrication, transformation encore, machinerie de fabrication, transformation, et les véhicules zéro émission, catégorie 54, 55, 56. Donc, encore là, c'est très technique. Allez voir votre fiscaliste, votre comptable. Mais si toujours vous êtes dans le domaine de la fabrication, transformation, vous voulez acheter une grosse chaîne de montage, ben, d'ici 2030, c'est le temps. Fait que pour les 5 prochaines années, les entreprises de fabrication, transformation, si vous avez des gros investissements à faire, vous avez le temps de vous préparer, c'est maintenant. Évidemment, ce n'est pas un conseil, c'est pas rien. Allez voir au fiscaliste, c'est sûr que vous qualifiez, mais définitivement, ça en fait partie ça fait partie des éléments à considérer dans le budget que je vais dire un thumbs up pour ça. Ça vient vraiment aider les entrepreneurs, les entreprises d'ici. En manufacturier. Dans le domaine manufacturier, oui. Malheureusement, ça ne s'applique pas au bureau comptable ni à ceux qui font des podcasts, mais ça reste que, bon, peut-être que notre tour viendra plus tard. Sinon, ce qu'il y avait, c'était... bon. Il y avait des informations sur les R&D, il me semble, qui étaient intéressantes, qui venaient améliorer le programme et les crédits au niveau de la recherche
pour développer la recherche puis que notre expertise au Canada soit bonifiée de ce côté-là? Autant au Québec qu'au fédéral, il y a eu un élargissement au niveau de la recherche et développement. Encore là, la recherche et développement, c'est un secteur de la fiscalité qui est très niché, mais quand vous êtes capable de vous qualifier, vous avez des très gros incitatifs. Avant, il y avait un plafond qui était admissible pour pour un crédit d'impôt remboursable. Donc, tes dépenses, on te remboursait une partie de tes dépenses pour les sociétés privées sous contrôle canadien. Le plafond était de 3 millions, le plafond des dépenses. Il a maintenant été augmenté à 6 millions. Donc, il était en automne 2024, il avait dit que ça serait augmenté à 4,5. Finalement, M. Carney a dit « Je suis plus généreux que M. Trudeau. » Paf! Augmenté à 6 millions. Et c'est ça. Puis là, même les sociétés publiques, il y a certains allègements pour eux. Donc, vraiment, la fabrication, transformation, la recherche et développement, ça a été quelque chose qui est très stimulé présentement, qui est visé, qu'on veut améliorer. Et par rapport aussi, même pour les autres, inquiétez-vous pas, on ne vous laisse pas en plan. Pour mon budget, le gouvernement ne vous laisse pas en plan. Il y a quand même un amortissement sur vos immobilisations accéléré. Donc, vous pourrez utiliser 150% de l'amortissement que vous aviez droit la première année. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai acheté un équipement de balado. Ouais, loi 101, loi 96. J'ai acheté un équipement de balado. Il va se qualifier, un balado? Il devrait se qualifier. Donc, ça m'a coûté 10 000 $. J'aurais eu le droit de déduire 20 donc 2 000 $ la première année. Bien, je vais pouvoir prendre une dépense de 3 000 $. Fait que réduire mon impôt d'une dépense de 3 000 $, ça ne va pas réduire mon impôt de 3 000 $. Ça va réduire mes dépenses et après ça, indirectement, augmenter les dépenses, réduire donc, ton revenu. tous les entrepreneurs ça va augmenter mes dépenses, Augmenter Augmenter mes tes dépenses, dépenses, réduire mon profit, ouais. réduire mes impôts. Donc, tous les entrepreneurs ont quelque chose à gagner avec ce budget-là. En investissement dans des immobilisations, il y a un intérêt. On veut que les gens investissent dans des immobilisations, dans de l'équipement, etc. Et donc, dans le but de faire rouler l'économie. OK. Mais est-ce qu'il y a des éléments négatifs dans les mesures fiscales? Est-ce qu'il y en a qui nous dérangent? Ou on... Je vais juste revenir rapidement pour la R&D. Non, il y en a un de la R&D que je suis en train d'oublier. Ils ont ramené quelque chose qu'ils avaient aboli en 2014, qui est toujours pour la recherche et développement. On disait que c'était les dépenses qui étaient admissibles. Maintenant, les dépenses en capital redeviennent aussi admissibles sous certaines conditions. Ça ne s'applique pas au bâtiment de mémoire, mais par exemple, tu achètes une chaîne d'équipement et que ça sert à faire de la recherche et développement, tu pourrais aller chercher un crédit d'impôt sur ton équipement qui est ta chaîne de production ou ta chaîne de recherche et développement. Alors qu'avant, vu que ce n'était pas une dépense, ce n'était pas admissible. Depuis 2014, ce n'était plus admissible. Pour avoir discuté avec des fiscalistes qui font de la recherche et développement depuis plus de 10 ans, donc qui ont vécu l'époque pré-2014, ils ont dit que c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Parce que oui, c'est le fun, tu peux prendre des dépenses en capital, mais les vérifications fiscales qui viennent avec ça sont extrêmement serrées, extrêmement pointilleuses. Et il faut que ça vaille la peine parce que des fois, ça peut tellement te coûter cher que, à savoir, il faut que ton immobilisation vaille la peine parce qu'une petite immobilisation de 50, 100, 200, 500 000, le crédit que tu vas aller chercher avec ce que ça va te prendre en temps, en énergie, que tu vas mobiliser tes employés pour fournir l'information, payer le comptable, pour qu'ils te défendent. Puis là, si ça ne marche pas, il faut que tu es en opposition. Ça peut se rendre jusqu'à la cour. C'est ça. C'est extrêmement pointilleux. Fait que c'est ça. Sinon, beaucoup, je ne rentrerai pas dans les autres, ça va être très, très en rafale. Énormément de crédits d'impôt pour l'énergie propre. Donc, l'électricité propre, captage, utilisation et stockage de carbone, fabrication de technologies propres. Pour les minéraux, ce n'est pas nécessairement propre, mais c'est quand même pour eux aussi, il y a un crédit. Puis sinon, pour le prix de transfert, il y a également eu des modifications et les ristournes pour des coopératives agricoles, d'autres choses également qui ont été modifiées. Ça, c'est en rafale, c'est très, très, très niché. Je vous laisse aller voir les différents résumés ou lire directement le budget si ça vous concerne. Maintenant, ta question, excuse-moi. Il y en a d'autres mesures, mais là, on parlait juste des entreprises. Les autres mesures, on touche autre chose. Mais, vas-y. Des belles répercussions quand même pour nos entrepreneurs. Là. On est, avec tous ces crédits-là, c'est quand même... on est choyé un peu. Disons qu'il a ouvert les valves, ça va pas... Ça implique le déficit aussi qui va venir avec parce que ça va réduire les impôts que le gouvernement devrait encaisser. La trame commune qu'on voit depuis plusieurs années, c'est quand même stimuler l'investissement. Un des objectifs du gouvernement, c'est d'augmenter la productivité au Canada. On a un retard de productivité par rapport à l'étranger. Fait que je pense que c'est dans la trame de stimuler l'investissement en immobilisation pour rendre nos entreprises plus productives. Puis ça, on est encore dans une fenêtre d'opportunité ici pour faire des investissements en capital. Là.
Mais est-ce que le budget complexifie notre loi fiscale? Au-delà d'améliorer, de donner des ressources pour de l'investissement, est-ce que d'un autre côté, certains bâtons sont mis dans les roues de la planification fiscale dans qui nuisent à l'optimisation? Tu parlais tantôt de l'impôt de la partie 4. Donc, si tu me permets, je vais juste refaire un recap. Fait que l'impôt de la partie 4, quand une société reçoit un dividende, elle peut être sujet à un impôt spécial, qui est l'impôt de la partie 4. Il y en a d'autres aussi, mais c'est celui qu'on voit le plus souvent. C'est pas le même impôt qu'une société paye normale sur son profit. C'est vraiment, ça vise que les dividendes. Et cet impôt-là, il est remboursable quand on le paye. Il y avait en fait, je sais pas qui, parce que personnellement, en 15 ans, je l'ai jamais vu. J'ai parlé avec tous les fiscalistes autour de moi. Il y a un fiscaliste qui a vu cette planification-là de un autre. Bref, en tout cas, je savais même pas que ça se fait. Bref, c'est très compliqué de faire ça, mais en fait, c'est pas compliqué, mais c'est très onéreux de faire cette planification-là. Il y avait des fins finaux, carrément dire ça de même, parce que des fiscalistes qui font ça. Non, ces fiscalistes-là, je les trouve, ils m'énervent plus qu'autre chose parce qu'ils donnent une mauvaise réputation à la profession. Ce qu'ils faisaient, c'est que ce qui arrivait, c'est que vu qu'on n'avait pas une société, je revenais un petit peu en arrière, une société n'est pas obligée d'avoir une fin d'année au 31 décembre comme vous et moi. Nous, nos rapports d'impôt, c'est le 31 décembre pour faire ça avant le 30 avril. Une société, par action, peut avoir une fin d'exercice au 30 juin. Peut avoir une fin d'exercice au 30 septembre, peu importe. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait, j'ai ma première société qui reçoit un dividende d'une société publique, par exemple, doit payer mon impôt temporaire, 30 000 peu importe. Mais quand cette société-là payait un dividende à n'importe qui, elle se faisait rembourser cet impôt-là. Fait que dans le fond, cet impôt-là est là pour stimuler les dividendes, pour inciter les sociétés à, quand ils reçoivent un dividende qui est du revenu passif, du revenu de placement, à verser des dividendes pour qu'ultimement, ça allait au particulier pour que lui paye l'impôt. Fait qu'on voulait stimuler ça. Puis on va en parler de manière plus détaillée. On va avoir un podcast complet sur le traitement des dividendes. Fait que là, pour l'instant, j'essaie de simplifier ça. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est que Société A payait un impôt, versait un dividende, se faisait rembourser l'impôt. Fait que ça faisait en sorte que son impôt était à zéro. Et là, la société en haut, et si c'était une société en haut, elle devait repayer cet impôt-là parce que c'est pas aller jusqu'à un particulier. Fait que dans la chaîne, il fallait que la deuxième société paye l'impôt jusqu'à temps que le dividende soit versé à un particulier, un individu, pour que finalement l'impôt final soit payé. Mais là, ce qu'il faisait, c'est que Société B mettait une autre fin d'exercice. Il en mettait plus tard. Fait que Société A terminait, par exemple, le 30 septembre. Elle devait payer ou se faire rembourser l'impôt. Là, Société B recevait le dividende, mais elle, sa fin d'exercice, c'était le 31 décembre. Fait que là, elle devait techniquement payer l'impôt pour le 30 juin suivant. Mais là, entre le 30 septembre et le 31 décembre, Société B, elle repayait le dividende à Société C, qui, elle, avait un 31 mars. Fait que là, on avait reporté l'impôt encore, et ainsi de suite. Fait que, sincèrement, mettre ça en place, c'est onéreux. Moi, je pense qu'il y avait la règle générale anti-évitement qui s'appelait directement, qu'on n'avait déjà pas le droit de faire ça. Je ne sais même pas pourquoi c'est dans la loi, parce que je pense pas qu'on avait le droit. Je pense qu'il y avait d'autres techniques pour l'attaquer. Aucune situation où ça peut être pertinent d'avoir un report de l'impôt de la partie 4. Si on met une structure en palier comme ça, uniquement pour reporter l'impôt de la partie 4, c'est clairement la règle générale anti-évitement qui s'applique. Je veux dire, tu peux pas juste reporter l'impôt de manière indéfinie de même. Maintenant, est-ce qu'ils voulaient juste pas attaquer cette structure-là parce qu'elle est en cours, puis prouver que la règle générale s'appliquait, ça prend 10 ans, puis le kit. Ils ont peut-être dit, regarde, on va pas se compliquer la tête, on met ça dans la loi. Sauf que là, le problème qu'ils ont fait avec ça, ça s'applique uniquement pour des sociétés affiliées, que c'est cette nouvelle règle-là. Ce qu'on vient de dire, c'est que Société A ne recevra pas son remboursement d'impôt tant que le dividende n'est pas payé à un particulier. Fait que ça fait en sorte que Société A, si elle paye l'impôt, elle le paye, puis elle ne se le fera pas rembourser tant que dans la chaîne, ça n'aura pas été soit à une société non affiliée ou à un particulier. Le problème, c'est que des fois, pour des raisons commerciales véritables, il y avait différentes fins d'exercice. Comme par exemple qu'il y avait plusieurs actionnaires, par exemple que ça peut être aussi juste j'ai acheté une société puis ça fait en sorte que la fin d'exercice n'était pas la même pour des fins de simplicité, je l'ai gardé. Ça peut être justement pour des raisons commerciales que mon rush est au mois de décembre, janvier, fait que je ne vais pas mettre une fin d'exercice en même temps que mon rush, fait que je vais mettre une fin d'exercice distincte. Il y a une multitude de raisons qui peuvent expliquer ça. Fait que malheureusement, ils ont comme sorti un bazooka pour tirer sur quelque chose qui était extrêmement niché puis que c'était loin d'être 90% des contribuables qui faisaient ça. Parce que pour faire cette structure-là, il faut que tu aies des sociétés à n'en plus finir, il faut que tu payes des honoraires à tes professionnels.
il faut que ça vaille la peine sur un moyen temps. Puis c'est très, très peu répandu, ce type de structure-là. Je ne l'avais jamais vu en 15 ans. Puis quand j'ai consulté autour de moi, je peux vous confirmer que je peux compter sur une main le nombre de fiscalistes qui ont dit « Ah, je pense que je l'ai vu une fois. » Donc, si une personne, un des entrepreneurs, avait un report de l'impôt de la partie 4, mais pour une raison commerciale, sont-ils visés par cette mesure-là? Ils vont être visés, oui. Ils vont être visés. Dorénavant, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, là, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, notamment revoir la structure, contacter leur fiscaliste, dire hey, moi, puis là, on s'entend qu'on parle de sociétés affiliées. Fait qu'on parle entre société A et B, faut qu'il y ait un contrôle entre les deux. Fait que tu sais, si ça n'a pas le même fait l'exercice que Bell puis Microsoft, c'est pas grave. Non. C'est pas ça qu'on vise. De la même manière, si vous ne contrôlez pas société A, vous recevez un dividende, vous n'avez pas le même fait d'exercice, c'est pas grave. Fait que première chose à faire, consultez votre fiscaliste. Hey, quand vous êtes dans une structure, que vous avez votre opérante avec votre gestion, puis peut-être même une autre gestion sur le dessus, ou que vous faites partie d'un groupe de sociétés, juste consulter et dire hey, est-ce que je suis visé par cet élément-là, ou même qu'il y a une fiducie entre les deux gestions. Bref, juste demander est-ce que je suis visé? Parce que votre structure est propre à vous, elle est personnalisée, j'espère, à vos besoins. Et assurez-vous que c'est adéquat. Fait que consultez votre professionnel. Parce que je ne vais pas donner des recommandations comme ça, vite de même, sans rien. Mais consultez votre professionnel. Donc, tout le monde pourrait être visé, le cas échéant, s'ils ont des fins d'année différentes. Puis c'est important de prendre l'action pour être sûr qu'on n'ait pas d'enjeu ou de répercussions. Quand tout le monde, les sociétés par action. Les sociétés par action. Parce que quelqu'un qui a juste l'électricien, qui a Reggie, qui détient Reggie Electrico, on s'en fout. OK, parfait. Pas visé par ça. Là. Donc, ça prend au moins deux sociétés. Deux sociétés, une qui contrôle l'autre, avec des fins d'exercice différentes, puis des dividendes qui sont versés, et l'autre qui reçoit un remboursement au titre de dividende. Fait que, tu sais, ça te prend plusieurs conditions. Fait que tout le monde pourrait être visé, mais concrètement, ça ne va pas viser tout le monde, ça va viser plus des gens qui ont une structure avec une OPCO, une GESCO, puis normalement un comptable ou un fiscaliste qui regarde ça, qui va pouvoir soulever le flag. OK. Donc, on fait aussi un rappel à nos fiscalistes d'aller revoir leur structure et de lever les flags. Oui, faites un petit appel à vos clients en même temps que la carte de Noël est envoyée. Le devoir de conseil. Joyeux Noël, appelle-moi, il faut qu'on discute. Voilà. Pour les particuliers, on y va-tu en rafale? Aussi rapidement, il n'y en avait pas bien gros. Ouais, on est pas ce qu'il a dit. Il y avait une mesure qui avait été annoncée par le gouvernement Trudeau à l'époque, qui était l'incitatif annoncé, l'incitatif pour les entrepreneurs canadiens. Parce que ça faisait suite à l'augmentation du taux d'inclusion du gain en capital. Puis là, il venait donner une déduction. Et là, c'était extrêmement compliqué. La bonne nouvelle, c'est aboli. Fait que c'est aboli avant même de rentrer en vigueur. Fait qu'on n'en parle pas plus longtemps. Fait que si quelqu'un vous parle, si votre comptable vous parle de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, référez-y au podcast et dites hey, c'est aboli ça. Va te mettre à jour. Va écouter l'épisode du budget pour les mesures fiscales. Les autres, c'est très... bon, crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. C'est rare que je vais parler de crédit d'impôt personnel, mais il y a un crédit qui existe que lorsqu'on veut construire ou rénover un logement pour améliorer l'accessibilité pour une personne à mobilité réduite ou une personne handicapée, on peut réclamer un crédit d'impôt. Et il y avait des gens qui faisaient, c'était un double dip. Donc, ils prenaient le crédit d'impôt pour les rénovations domiciliaires et ils prenaient aussi certaines de ces dépenses-là qui étaient admissibles comme frais médicaux. Donc, ils le prenaient pour les deux. Fait que là, maintenant, ça ne sera plus possible. Je comprends la mesure, mais on dirait qu'elle me fatigue un peu. Dans le sens que, OK, il y avait un petit pas une loupe, mais un petit loophole ici dans la loi. Tu peux réclamer 2 fois la dépense pour 2 crédits. On est dans un contexte de quelqu'un qui a besoin d'améliorer sa maison, une personne handicapée qui a besoin d'améliorer sa maison. C'est une personne vulnérable. Ouais. Une personne vulnérable qui, généralement, là, on s'entend, c'est rare les personnes à mobilité réduite ou handicapées qui sont riches, qui sont, là, je vais dire, millionnaires, même avec plusieurs centaines de milliers de dollars pour le kit. Leur laisser le petit loophole. Là. On s'entend, là, ça te prend quelqu'un qui a une mobilité réduite ou handicapé, qui fait des rénovations pour son accessibilité dans sa maison, puis que ça va se qualifier en plus comme frais médicaux. C'est pas... Il aurait pu là, dire celle-là, là, regarde. Oups! On l'a pas vu. Il aurait pu la laisser là. Fait que bref, c'est pas avec ça que tu vas renflouer tes coffres. Là. Si ta personne est rendue qu'elle fait ça, elle en a besoin, puis c'est un one-shot deal, parce que comme tu as fait tes rénovations, c'est pas quelque chose qui revient à chaque année. Là. C'était vraiment juste
un petit échappatoire que tu avais pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, laisse-leur. Fait que bref, ça, c'est mon côté social là, qui fait comme, on aurait pu skipper celle-là. Chose intéressante, l'ARC va avoir le pouvoir maintenant, pour les personnes vulnérables, le pouvoir discrétionnaire de produire leur déclaration de revenus à leur place. Automatiquement. Fait que, exemple, quelqu'un qui est vulnérable, puis qui n'a pas les moyens, par exemple, d'avoir un comptable ou d'aller voir des entreprises qui font des déclarations de revenus. D'ailleurs, cet effet, si vous avez des moyens réduits, sachez qu'il y a plusieurs universités qui font des cliniques d'impôt. Souvent, c'est au mois de mars, début avril, et que je pense que c'est gratuit ou sinon le prix est vraiment très, très non significatif. Je ne serais pas surpris que ce soit même sous format de don. Fait que renseignez-vous. Donc, c'est fait par un étudiant d'habitude qui est soit en comptabilité ou en fiscalité. Bref, clinique d'impôt dans les différentes universités du Québec. Il y a ça généralement. Renseignez-vous si jamais vous n'avez pas les moyens. Évidemment, il ne faut pas que votre déclaration soit compliquée. Fait qu'allez pas l'avoir si vous avez des crédits d'impôt pour milliers puis des 28 placements, 70 feuillettes T5, T3. C'est pas vous autres qu'on vise. Là. On vise vraiment plus les personnes vulnérables. Fait que bref, tout ça pour dire production automatisée des déclarations de revenus pour certains particuliers à faible revenu. Donc, ça va être un pouvoir discrétionnaire à l'ARC. Il y a des critères, ça ne pourrait pas être pour tout le monde, mais par exemple, les personnes à faible revenu qui n'ont pas produit au moins une fois dans les 3 dernières années, ça peut viser les conjoints aussi. Certains vont dire comme « Ah, c'est pour aller chercher l'impôt des plus vulnérables ». Non. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on a eu l'épisode avec l'Ombudsman du Canada, Mike Boileau. Il avait dit que c'était un de ses chevals de bataille, c'était de s'assurer que les personnes vulnérables puissent faire leur déclaration de revenus. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu es une personne à faible revenu, une personne vulnérable, tu as le droit à une bonne quantité de crédits d'impôts, solidarité, TPS, personnes vivant seule, etc. Et ça fait en sorte que le gouvernement te doit de l'argent. Dans les dépenses du gouvernement, c'est prévu qu'on aide ces personnes-là, qu'il y ait une redistribution de la richesse. Fait que ces crédits-là ne sont pas versés si la déclaration d'impôt est faite. Ils ne sont pas versés si les déclarations ne sont pas faites. Fait qu'en faisant ça, je sais que ça fait bizarre, mais l'objectif du gouvernement, puis ici je le crois, parce que même Boileau, je crois qu'il est sincère qu'il en parlait, l'objectif, c'est vraiment d'aller aider les populations vulnérables. Fait que ça, je crois que c'est quelque chose qu'on entendait depuis longtemps, de dire hey, ARC/Revenu Québec. Revenu Québec, je ne sais pas si ils sont harmonisés, tu vas pouvoir nous le dire tantôt, mais hey, ARC, tu as tous les feuillets fiscaux de cette personne-là, tu sais qu'elle a fait 8 000 $ dans l'année, tu sais que tu lui dois une couple de mille. Qu'est-ce que tu en penses de juste fais sa déclaration, fais la vie de cotisation, t'as dit, on règle le problème là. Excellente mesure pour les personnes vulnérables, je suis 100% d'accord. Puis sinon, la dernière que je trouvais pertinente. Ah oui, une autre abolition qui a eu lieu, la taxe sur les logements sous-utilisés. Ça, à moins que vous étiez un non-résident et que vous ayez un immeuble, vous n'avez pas su c'était quoi, tant mieux. Cette affaire-là est arrivée en 2022 avec l'ancien premier ministre, puis ça a duré, ça a été reporté 2-3 fois. Je vais rester poli. C'était pas bon. C'était mal. L'idée était pas pire, mais c'était mal appliqué. Là. Ah, c'était dégueulasse. Puis, écoute, ça a été tellement dégueulasse, ça a été reporté quoi, 2 ans de suite, je pense? Avant que ça s'applique rétroactivement 2 ans. Il y a eu des modifications après. C'était mal ficelé, cette affaire-là. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, là, ils viennent de l'abolir. Puis, ils ont aussi aboli la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires. Je n'étais pas un contribuable visé par cette mesure. Toi, Jerry, comment ça se passe, ton avion, ton bateau? C'est plate, tu les as achetés l'année passée. Écoute, c'est loin d'être là. Loin d'être là. Je l'ai déjà vu pour certains clients, puis ça causait quand même des casse-têtes pour certains clients, mais... Écoute, elle a été abolie, la taxe de luxe. Donc, si vous voulez acheter un avion puis un navire, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a plus de taxe de luxe. Achetez vos avions et vos navires. Puis, il y a la fameuse règle de 21 ans. Mais oui, mais c'est ça, je me disais, vous avez parlé des sociétés, vous avez parlé des particuliers, mais qu'est-ce qu'il y en est de nos fiducies? Qu'est-ce qui se passe avec ce véhicule juridique-là, ce patrimoine autonome et distinct que nous avons appelé les fiducies? Un aperçu du podcast sur les fiducies. En fait, il y a une règle pour les fiducies. Tu veux peut-être plus en parler de la règle de 21 ans, tu connais un peu plus que moi, puis je rentrerai dans la modification. En fait, normalement, au 21e anniversaire d'une fiducie, tu me corrigeras, Marjorie, si j'ai tort, la fiducie est réputée avoir disposé de tous ses biens. Pourquoi? C'est parce qu'on veut... Ça crée une imposition. Quand on a une vente réputée de tout ce qu'on a à la juste valeur marchande, à la valeur qu'elle a aujourd'hui, ça crée une imposition.
c'est une mécanique qui existe dans les fiducies, en fait, pour empêcher un report d'impôt en utilisant la fiducie pour toujours. Mais incidemment, les fiscalistes étant très brillants, ben, j'imagine, parce que je n'étais pas là lorsque l'article de loi a été implanté, mais on pouvait transférer les biens à une autre fiducie qui, elle, avait un 21e anniversaire plus tard. Tout à fait. On s'entend qu'avec le temps, ça créait des enjeux, parce que là, on était contre l'objectif des législateurs qui était d'éviter le report d'impôt à l'infini par l'utilisation de fiducie. Puis le gouvernement est venu modifier légèrement l'article de loi. Très légèrement, mais qu'est-ce qui a changé, Marjorie? Le gouvernement est venu mentionner que le transfert ne pouvait plus se faire ni directement, mais ni indirectement. Donc, à titre d'exemple, avant, on avait une fiducie qui était tenue une société. Puis là, ce que les personnes faisaient, ils créaient une nouvelle fiducie, puis ils attribuaient les actions de l'ancienne fiducie en faveur de la nouvelle fiducie. Donc, il y avait un transfert... De la société, tu veux De dire. la société, pardon. Donc, il y avait un transfert indirect des biens, puis avec ce transfert indirect-là, on venait prolonger, reporter, cumuler un deuxième 21 ans. Donc, le projet de loi est venu ajouter une règle anti-évitement. Ils l'ont annoncé un peu avant le budget. Ça a été complété dans le budget, dans lequel ils sont venus dire non, maintenant, tout ce qui est transfert direct et indirect, ça va être visé par cette règle anti-évitement-là. Donc, la planification fiscale au niveau du 21e anniversaire devient plus rigide. Il va falloir mettre un peu plus d'énergie ou d'emphase sur la créativité. Il y a des solutions pour les entrepreneurs qui ont créé des fiducies il y a une vingtaine d'années. Mais pour mettre ces solutions-là en place, il faut consulter un fiscaliste. Mais, puis corrige-moi si j'ai tort, cette planification-là, parce qu'avant, on s'entend, le transfert direct à la nouvelle fiducie, c'est déjà interdit. Donc, oui. Fiducie détient société A, elle transfère à société B, à fiducie B, ça ne marche pas. Transfert indirect, on se posait des questions, mais elle n'était pas déjà visée par une règle de divulgation? Elle était visée par une règle de divulgation obligatoire, tant au niveau provincial que fédéral. Le fait d'être visé par une règle de divulgation obligatoire peut possiblement être un indice que les autorités fiscales s'intéressent à la question. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que du jour au lendemain, ça devient une planification agressive. Donc, les autorités fiscales, en venant mentionner qu'un transfert indirect de biens était visé par une règle anti-évitement, mais ça leur permet de vérifier ces planifications-là avec un meilleur outil sans avoir besoin de s'asseoir sur la règle générale anti-évitement, parce que maintenant, ils vont avoir une mesure spécifique applicable. C'est plus direct là, comme application, ultimement. Si ce genre de planification-là est rencontré, ben la règle anti-évitement s'applique sans trop de questionnement. Elle s'applique pas. Elle La s'applique nouvelle pas loi ça dit que tu n'as pas le droit. Exact. Avant, c'est qu'il fallait que le gouvernement challenge, ait en cours pour venir dire que si tu transfères indirectement, donc tu interposais une société entre tes deux fiducies pour faire ton transfert. Donc, il fallait que tu aies en cours pour prouver que hey, la loi, elle veut pas que tu fasses ça, même si c'est pas marqué. Là, ils sont venus ajouter directement et indirectement, de quelque manière que ce soit. Tu vas avoir plus large que ça. Fait que maintenant, ils n'ont même plus besoin d'aller en cours. Okay. S'ils voient que tu as fait cette stratégie-là pour reporter l'imposition d'un autre 21 ans, ils vont juste dire hey, modification du budget 2025, tu n'as pas le droit. On cotise ton impôt comme si tu avais tout vendu, avec probablement intérêt et pénalité. Puis il n'y a pas de test d'intention, là, c'est l'application automatique. Oui. Mais il y a une situation qu'on est venu qu'on a portée à mon attention et que ça, je crois que Finance devrait regarder, voir que c'était une situation qui était permise avant, qui va être maintenant visée. Elle a quand même été permise. Et là, je rentre dans du technique. Je m'excuse pour monsieur, madame, tout le monde. Quand j'avais ma fiducie familiale qui faisait une distribution en faveur du bénéficiaire particulier, qui par la suite transférait une fiducie de protection d'actifs. Avant, j'étais correct parce que la fiducie de protection d'actifs, quand le particulier décède, on n'a pas besoin d'avoir le 21 ans. Maintenant, je suis visé. Oh! Et ça, je ne crois pas que c'était l'intention du législateur de viser ce type de situation-là. Et ça, c'est être problème. Alors, encore là, c'est extrêmement précis, puis c'est pas des particuliers qui sont pauvres là, que ça arrive, ça. Ouais. Mais c'est quand même une situation qui respecte la loi, qui pouvait être visée, qu'il n'y avait pas de report d'impôt, que tout était correct, mais que malheureusement, maintenant, va être visé. Est-ce qu'il va y avoir un allègement quelconque? Je serais surpris que l'ARC l'accepte. De toute façon, le boss de l'ARC ultime, maintenant, c'est le même boss qui a fait le budget. Fait que ça savoir si c'était ça son intention. Fait que, si on pourrait en parler, séparation des pouvoirs, je trouve ça.
Et là, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que ministre Champagne, qui est le ministre des Finances, est également ministre du Revenu. Fait que la personne qui fait la loi est aussi responsable de la personne qui l'applique. Moi, personnellement, là, dans mes cours de comptabilité, il y avait une séparation de tâches qu'on appelait, là, qu'on ne voulait pas que la même personne puisse s'auto-contrôler. Là. Mais bref. Comme au provincial. Monsieur Éric Girard a les deux chapeaux. Écoute, c'est beaucoup de pouvoir entre les mains d'un seul individu. Faut dire ça comme ça. Énormément de pouvoir. Mais bon. La personne qui fait les lois les applique, ultimement. C'est ça, la personne qui fait les lois les applique. Donc, je suis... c'est quoi? C'est... Juge, jury... C'est ça, juge, jury, mais pas... ici, il ne serait pas juge. Il n'est pas juge ici, mais... Il est 2 sur 3, là. Juge, jury et exécutionnaire. Il est l'exécutionnaire, ce qui décide. Puis, ouais. On reste en état de droit. On va avoir les tribunaux pour nous protéger. Tout à fait. I'm using my Fifth Amendment. Même si j'en ai pas ici. Mais là, qui va avec le budget, là, le temps passe vite. On va quand même passer un peu de temps sur l'énoncé économique du Québec. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Parce que là, justement, notre ministre Girard du Québec, cette fois-ci, on est au fédéral, maintenant on se transfère au Québec. Il est sorti avec un bulletin, une annonce économique, comment ça se passait au Québec. T'en as pris connaissance. C'est quoi les grandes lignes? Oui, il a fait une mise à jour économique le 25 novembre dernier. Sa citation est particulièrement intéressante pour cibler ses objectifs. On l'a mentionné tantôt, pour le fédéral, l'objectif était de bâtir, de créer une société pour l'avenir. Au niveau provincial, l'objectif demeure quand même d'investir dans la société, mais il veut aussi aider les citoyens, les Québécois, à composer au quotidien avec la hausse du coût de la vie. Et il veut évidemment protéger les entreprises qui subissent des impacts majeurs avec les tarifs et les changements. Donc, on est vraiment dans une relation de vouloir aider les citoyens et les entreprises. Donc, un veut bâtir, l'autre veut vraiment aller aider. Donc, au-delà de ça, on va regarder c'est quoi les mesures, on va réfléchir si elles aident ou non. Donc, ça va être le côté intéressant. On va voir si on a le temps. Propose la mesure. Moi, Jerry, on va dire si ça l'aide ou ça l'aide pas. On va voir si on est d'accord. OK. Tout de suite ou on... Go! Rentrons dans le vif. Okay. On est chaud. Non, mais avant, permets-moi juste de mentionner, le mot-clé par rapport à toutes les mesures fiscales, c'est harmonisation. Donc, le provincial, c'est harmonisé avec le fédéral, c'est mentionné dans le communiqué de presse. Donc, ils ont accepté la DPA accélérée, ils ont accepté l'annulation de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens, ils ont ajusté les règles de prix de transfert et ils ont également accepté la règle du 21 ans, règle anti-évitement pour le 21 ans. Donc, allons-y avec ça. L'harmonisation. Devrait-on toujours s'harmoniser au fédéral? Pose-nous la question, parce que moi et Jerry, on va pouvoir débattre un peu. Attends, réfléchis-y. Pose-nous la question, on est prêts. Là. Est-ce qu'on doit harmoniser les lois fédérales avec les lois provinciales systématiquement? Je vais aller plus loin que ça. À mon avis, au niveau des sociétés, il ne devrait pas avoir de loi provinciale, mais opinion que je garde pour moi. et quelques personnes. Et quelques personnes. C'est pour une pleine harmonisation. D'un point de vue société, honnêtement, c'est du travail pour les fiscalistes, c'est du travail pour plein de monde d'avoir 2 lois différentes. Puis je peux pas dire que la plupart du temps, les différences sont assez significatives pour justifier l'existence d'une 2e loi. Juste question de faire un peu de bisbille entre nous. Parce que je ne dis pas que ce sont mes positions politiques. En ce moment, il y a beaucoup de questions sur un référendum et sur un Québec libre et indépendant. Écoute, si tu veux commencer à être indépendant, première des choses, arrête de tout le temps t'harmoniser. Comment tu peux montrer que tu es indépendant et que tu es capable de prendre des décisions quand ton ton fédéral dit quelque chose, tu dis « Ah oui, je vais faire comme ton ton fédéral il fait. » Fait que je me dis, si un jour on va avoir... si un jour ceux qui veulent avoir un pays, que le Québec soit un pays, ben c'est plate à dire, mais en étant toujours harmonisé et en faisant tout pareil comme le fédéral, ça montre aucunement qu'on est capable d'être indépendant de notre côté. Mais là, je comprends que c'est pas le parti qui veut être indépendant qui est au pouvoir. Fait que là, la CAQ a dit, ben nous, c'est pas notre objectif, fait qu'on s'harmonise. Fait que c'est tout à fait, puis il y a tout à une historique d'harmonisation entre les deux. Mais des fois, le fédéral, je suis pas d'accord. C'est pas exemple comme là, on voit que le fédéral veut investir en défense et en infrastructure. Le Québec a d'autres objectifs. Ben, il y aurait peut-être d'autres mesures qui n'auraient pas eu intérêt à s'harmoniser ou qui auraient pu faire différemment. Oui, là, il faut faire attention, c'est des compétences différentes. Là, on parle d'harmonisation sur la perception des impôts. Je sais, mais justement, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, mais ils ont quand même... Le Québec n'a pas les mêmes objectifs
dans son budget que le fédéral. Donc, est-ce que tu offres les mêmes mesures qui vont affecter ton impôt et donc affecter ton encaissement, ta capacité à atteindre tes objectifs quand tu n'as pas les mêmes objectifs que l'autre? Moi, j'aurais aimé voir des éléments supplémentaires au niveau provincial pour atteindre les objectifs cités par le ministre. Quand il parle qu'il veut aider la population à composer au quotidien avec une hausse du coût de la vie, le fait qu'on ait des entreprises manufacturières au niveau de leur amortissement, ça aide pas les Québécois à lutter contre la hausse du coût de la vie. Donc, le fait qu'il y ait de l'harmonisation, je comprends qu'il y a quelques nuances qui ont été apportées par le ministre, qu'il y a quelques subtilités qui ont été mentionnées, dont de l'aide aux personnes très vulnérables, 59 millions qui ont été donnés pour des programmes d'habitation, mais encore là, ça vise une clientèle très nichée, très vulnérable, et on n'est pas encore en train d'aider les Québécois à lutter contre la hausse du coût de la vie. Puis, moi, c'est là que j'aurais aimé voir une distinction, pas avoir une harmonisation. Donc, j'aurais aimé voir des mesures qui touchent l'habitation, qui touchent l'alimentation, puis qui touchent le transport pour vraiment nous aider comme société. C'est effectivement, mais c'est très difficile d'aller toucher ça. Comment tu peux toucher... Tu sais, ça, c'est de dire le coût de la vie, les logements, l'alimentation, le transport, mais comment tu fais concrètement pour aider? C'est extrêmement difficile. Tu peux pas... Ce sont des sociétés d'État. Tu peux essayer de gérer les salaires pour réduire les coûts, pour essayer de rendre ça plus abordable. Mais là, tu as les syndicats qui vont dire ben non, ça se passe pas de même parce que le coût de la vie augmente, fait qu'on veut augmenter. Fait que tu as comme un catch-22 de qui. Il y a toujours un exercice. Il y a quelqu'un à un moment donné qui. C'est plate à dire, puis ça, c'est quelque chose que les politiciens ne mettront jamais, mais l'argent qu'on a, on a un pot là, qui est limité. Puis dès que tu veux donner de l'argent à quelqu'un ou avantager quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui doit se primer. Puis ça, c'est quelque chose que. Tu sais, quand on dit dans les objectifs, on veut améliorer l'investissement, aider le coût de la vie, aider. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Il y a des objectifs qui vont être contradictoires, puis tu peux pas aider tout le monde. Puis c'est sûr qu'en tant que politicien, tu veux te faire élire, fait que tu vas aller chercher le maximum de votes. À un moment donné, c'est comme, quand on ne peut pas aider tout le monde, malheureusement, dans des mesures, il y en a qui vont être un peu plus laissés pour compte. Puis là, on veut aider contre le coût de la vie, mais concrètement, c'est une belle phrase, mais il n'y a rien qui a été mis en place. Pas plus vu quelque chose qui aidait ça, là, mais c'était super bien dit. C'était super bien dit, bien écrit. Même au niveau en chiffres, ils ont mentionné qu'ils redonnaient 5,9 milliards dans le portefeuille. Mais j'ai de la difficulté à comprendre cette base-là, puis vous allez peut-être pouvoir m'aider parce qu'ils disent qu'il y a 2 milliards qui découlent de l'annulation du taux de 66 % du gain en capital. Donc, c'est pas un vrai retour à la population. Donc, ils se sont harmonisés avec le fédéral qui avait aboli l'augmentation du taux, puis... Ils l'ont annulé, mais en fait, il n'a jamais été appliqué. Ouais. C'est pas... Mais bon, selon eux, ils prétendent que 2 milliards retournent à aider le portefeuille des Québécois. Donc, quand même une belle mise à jour économique. Somme toute, une harmonisation, donc c'est simple. Les chiffres me paraissent cohérents, mais j'aurais aimé voir vraiment des mesures plus ciblées sur l'objectif. Définitivement, là, on ne voit pas comment ça aide l'habitation, le transport et l'alimentation des Québécois. As-tu d'autres mesures qu'on pourrait débattre? En fait, je me questionnais. En fait, on peut en débattre, mais je me questionnais au niveau de l'habitation. Eux, ils parlaient de donner 59 millions dans des programmes d'habitation et de créer évidemment de l'indexation pour les prestations d'aide sociale comme ils l'ont toujours fait historiquement. Mais est-ce que de donner 59 millions dans des programmes d'habitation pour aider les Québécois, c'est une bonne mesure? Est-ce qu'à la place, on aurait pu, exemple, augmenter le crédit pour les locataires? Donc, on prend le même montant, mais on l'utilise à d'autres fins qui peuvent cibler peut-être plus large. J'ai de la misère à voir, redonner 59 millions, comment? D'où ma réflexion sur est-ce qu'on aurait pu augmenter le crédit pour locataires? Le crédit de solidarité, puisque le crédit locataire est inclus dans le crédit de solidarité. Puis oui, on vise, il y a déjà des mesures d'inscrites, d'habitude, c'est des personnes à faible revenu, etc. C'est très difficile parce que je sais pas, j'ai pas lu l'énoncé en totalité. Fait que, j'ai lu le résumé. Mais comment est-ce qu'ils vont aider? 59 millions vont être répartis comment? J'imagine qu'ils vont être distribués à des associations qui devraient aider les personnes justement à rechercher des logements, à payer une partie du loyer s'il y a lieu. Des personnes qui généralement sont les personnes plus vulnérables.
Mais encore là, on vient avec l'analogie. Est-ce que tu montres à quelqu'un, est-ce que tu donnes un poisson à quelqu'un ou tu lui montres à pêcher? Dans le sens que tu n'as pas été capable de payer ton loyer de mars, parfait, regarde, je vais te payer ton loyer de mars. Cool, mais en avril, s'il y a un problème quelconque en avril, ça va se reproduire, ou au mois de juin, ça va se reproduire. Fait que, c'est quoi les moyens d'aider? Puis là, bon, on peut bâcher ses propriétaires. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Regarde, on va bâcher ses propriétaires, mais c'est pas, je pense pas que c'est là. Je pense pas que c'est là que ça va se régler ou quoi que ce soit. On peut aussi bâcher sur les chaînes alimentaires. Les fruits et légumes, les prix sont rendus out of this world. Ça sont rendus extrêmement haut. On peut bâcher sur les transports en disant que maintenant, ça coûte quoi le billet de métro? Parce que moi, j'ai ma passe, fait que je sais pas combien c'est limité. Je pense que c'est 5$ Longueuil-Montréal. Est-ce que c'est... Mais dans les transports, justement, je me questionnais à savoir, dans nos budgets, au lieu d'aller sur des méga projets, des immenses infrastructures, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'y aller avec des petits projets très aidants pour la société? Okay. Au lieu de dépenser 4 milliards. Méga structure, normalement, ça va toucher, par exemple, tout Montréal ou tout le Québec ou une affaire comme ça. Petit projet. Mais première des choses, ça veut dire que les autres à côté vont dire ouais, mais petit projet va dire nécessairement petite population ou un groupe ciblé. Tous les autres groupes vont dire ouais, mais puis moi. Justement, on veut aider la société. Oui, mais on crée de la jalousie, mais on veut justement aider les Québécois à affronter le coût de la vie. Je sais, mais si, exemple, on fait ça à Montréal, la personne qui est en région dit ben, qu'est-ce que tu vas faire pour aider le transport ici? Fait qu'il y a l'aspect comme tout le monde veut tirer la couverture de son bar. Qu'est-ce que j'ai comme compensation si tu fais ça à Montréal? Petit projet aussi, c'est beaucoup moins hot à annoncer. Le monde, ça flash beaucoup moins. Donc, et généralement, ça va aussi stimuler moins l'économie dans le sens que ça va générer moins d'emplois. Les petits projets, normalement, sont l'initiative des municipalités plutôt que des villes, plutôt que des provinces. Plutôt que l'État. Puis, tu sais, justement, le transport, je ne sais pas à quel point c'est. Si tu la ville ou la séparation entre la ville et le provincial, il y a peut-être certains éléments qu'on a parlé là-dedans qui seraient plus. Ça va être redonné à la ville, puis ça va être la ville. C'est comme l'itinérant où tout le monde se piche la patate chaude. Là. Ah, qui va s'en occuper? Ah, c'est pas moi, c'est toi. Fait que, tu sais, c'est ce qu'ils vont donner ça aux villes. Dire, regarde, arrange-toi, fais quelque chose avec ça. Mais bon. Et bon, on comprend qu'ils sont principalement harmonisés, puis que malgré l'énoncé au début de la mise à jour économique, il n'y a pas vraiment de substance en arrière, c'est ce que j'entends. La substance pour nourrir l'aide aux Québécois semble limitée. Okay. Il y a des mesures pour aider les personnes très vulnérables. Certains changements vont donner de très, très petits montants aux employés et aux travailleurs autonomes. Donc, rien qui va nous aider dans les 3 gros postes de dépenses d'une famille. Donc, au-delà de ça, la mise à jour économique, elle est remplie de très bonnes intentions. Je les salue. Mais au niveau de la mise en application, il y aurait peut-être un peu de chemin à faire. Je vais revenir sur un point important. Si tu dis qu'ils sont harmonisés, pour en avoir vécu plusieurs, attendez-vous à ce que Revenu Québec soit, excusez-moi l'anglicisme, sur le gun pour les déductions de fabrication, transformation. Revenu Québec est hyper agressive quand on parle de crédit d'impôt pour la fabrication, transformation, pour l'avoir vécu dans plusieurs dossiers. Donc, assurez-vous de bien documenter votre dossier et de bien avoir le maximum, les pièces justificatives, la description de l'équipement, qu'est-ce que ça fait, les photos. Le maximum d'informations que vous pouvez avoir sur votre équipement, la date d'acquisition, la date de mise en service, les produits qui ont été faits, l'augmentation de vos ventes, bref, les capacités techniques, un rapport technique sur votre équipement pour lequel, puis comment c'est de la fabrication, transformation, jumeler tout ça avec les positions de Revenu Québec et tout. Puis là, c'est à savoir est-ce que ça va être juste des biens neufs, parce que là, avant, souvent, les crédits, les dépenses pour les fabrications, transformation, c'était quand c'était des biens neufs que c'était admissible. Il y avait un petit allègement pour les remises à neuf, mais c'est un allègement administratif. Pour le déjà l'avoir eu dans un dossier, un agent de Revenu Québec m'a clairement dit, le mot pour mot au téléphone, c'est un allègement administratif. Le Revenu Québec n'est pas tenu de respecter ses positions. Fait il menaçait de refuser de mon crédit parce que ça ne tentait pas de me le donner. On est obligé d'aller en cours, on a tout gagné. Mais Revenu Québec est très, très, très agressif pour la fabrication, transformation. Donc, des belles mesures, des beaux crédits en pratique. Il faut être rigoureux dans notre conformité. Les agents de Revenu Québec, je trouve que c'est pas de leur faute, je trouve qu'ils sont mal formés quand vient le temps d'analyser les crédits. Je comprends. Et surtout qu'en ce moment, le gouvernement a besoin d'argent. Il fait des belles harmonisations, mais quand vient le temps concrètement, tu as beau amener toutes les preuves du monde, ça reste que c'est quelqu'un qui est généralement même pas de diplôme d'ingénierie à rien,
qui va prendre le call basé sur comment est-ce qu'il se sent et comment qu'est-ce qu'il pense. Ça, c'est un très, très gros problème avec nos administrations fiscales quand vient le temps d'examiner de la fabrication, de la transformation et des équipements. Oui, de temps en temps, ils vont aller consulter, mais souvent, ça peut être quelqu'un qui se lève un matin et qui décide « Bah, ça passera pas ». Puis le chef d'équipe, il a semi-idée du dossier, fait qu'il se fie à ce que son vérificateur dit, à moins que le contribuable parle, parce que s'il veut y parler, sinon il va dire qu'il est trop occupé. Puis le gestionnaire, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'il va avec ce que son chef d'équipe et l'autre a fait. Fait que attendez-vous à ce que Revenu Québec conteste énormément. Et même si Revenu Canada accepte votre projet de fabrication de transformation, Revenu Québec peut le refuser. Fait que c'est ça. Attendez-vous à ce que eux, ça soit très, très agressif comme vérification parce que c'est des gros bonbons fiscaux. Fait qu'il va venir des grosses vérifications fiscales. OK, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu viens de parler de? Non, au niveau de la mise à jour économique, ça fait le tour, messieurs. Premier épisode dans... Oh, excuse-moi, vas-y. J'allais faire la conclusion. Oh, vas-y. Premier épisode fini. Merci Marjorie pour ton apport. C'était super intéressant. Merci Réginald pour le partage de tes opinions. C'était merveilleux. Merci Gérard, à toi. Merci. Donc, c'était très apprécié de vous avoir autour de la table. J'espère que vous avez beaucoup appris. Puis, au prochain épisode. À la prochaine.